Pour relever les défis climatiques du monde d'aujourd'hui, nous devons diversifier nos sources d'énergie. Chez Total Energy, nous continuons à nous transformer et à faire évoluer notre mix énergétique pour répondre à vos besoins. Notre rôle est de vous faciliter l'accès à de nouvelles énergies pour qu'elles fassent partie de votre quotidien. Aujourd'hui, plus que jamais, notre ambition est d'être un acteur majeur de la transition énergétique. Total Energy avance avec vous pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Bonjour à toutes et à tous, David Barrault, rédacteur en chef aux Échos. Ravi de vous accueillir, ravi d'accueillir Patrick Pouyanné. Patrick, bonjour. Bonjour David. Vous êtes PDG de Total, devenu Total Energy depuis 2015. Vous êtes rentré dans le groupe Elf en 1997, donc déjà une carrière dans le pétrole. Juste un mot sur l'actionnariat salarié qui est très important chez Total. 13% d'actionnariat individuel et 7% d'actionnariat salarié. Ça fait plus de 1,3 million de personnes qui sont des petits porteurs, comme on dit. Et c'est important de le dire aujourd'hui, puisqu'on se retrouve à l'occasion d'Investir Day. Je le disais, vous êtes à la tête de ce groupe depuis 2015. On va balayer plusieurs sujets, à la fois quelques mots sur la conjoncture en France, quelques mots sur le contexte international qui a pas mal bougé dans le monde du pétrole. Et puis nous verrons ensuite comment Total Energy a essayé de s'adapter pour faire face à cet environnement qui ne cesse de bouger. En un seul mot, Total, c'est la major française du pétrole qui s'est diversifiée aujourd'hui dans toutes les sources d'énergie. Vous avez repris il y a quelques temps en France Direct Énergie pour être aussi acteur sur le marché de l'électricité auprès des particuliers en France. Un mot peut-être sur la France. Depuis quelques temps, on a eu des queues dans les stations-service, on a manqué de pétrole, manqué d'essence. Est-ce qu'aujourd'hui, on est revenu totalement à la normale sur ce front ? Pas tout à fait, ça s'améliore rapidement, mais d'abord, lorsque vous mettez des stocks à zéro, c'est le problème des systèmes, des organisations efficaces just in time, en fait, et ça prend du temps de les remettre à niveau. Puis en plus, pour ce qui concerne Total Energy, vous savez qu'on avait une politique de rabais important auquel les Français ont beaucoup adhéré, ce qui a amplifié le phénomène chez nous, puisque les particuliers, on a vu une augmentation très forte de la fréquentation de nos stations-service, de près de 30% à peu près. Donc ce qui prouve d'ailleurs que le prix est juste essentiel quand on parle d'énergie. Les Français étaient très sensibles à cela, et encore, d'ailleurs, puisqu'on est passé là, d'une période à 30 centimes de rabais. Aujourd'hui, on est à 10 centimes. On a suivi l'État quelque part, qui lui-même a réduit. On a vu un afflux dans nos stations-service. Bon, mais ça va se réguler, donc je pense que, en tout cas, ce qui est important d'ailleurs, c'est de noter d'ailleurs, c'est que finalement, il n'y a plus le sentiment d'inquiétude, donc pas de panique, et donc tout ça se remet à niveau et ça se régularise. Bon, par ailleurs, l'ensemble de l'approvisionnement maintenant est bien assuré. Donc voilà, donc ça va permettre, ce qui est bien d'ailleurs, parce que c'est quand même une mission essentielle de servir l'énergie à nos clients. J'en profite d'ailleurs pour dire que en fait, ça n'a pas été une période simple, ni pour les clients, mais ni aussi pour d'ailleurs tous les gérants de stations-service qui ont eu beaucoup de mal pendant cette période à faire face d'ailleurs à la fois à la colère, à l'afflux de clients d'abord, une surcharge de travail, puis après à une forme de colère parce qu'il y avait la queue dans nos stations, il y avait de la tension. Donc merci à toutes les équipes qui ont fait au mieux leur métier dans ces conditions pas très simples. Mais en tout cas, les Français, quelque part, moi ce que j'ai noté, c'est lorsque notre action directe auprès d'eux, pour quelque part, plutôt que d'être taxés, d'ailleurs, leur donner une partie, je dirais, leur reverser une partie des bénéfices qu'on peut faire, finalement, les clients apprécient. Oui, c'est vrai que le choix que vous avez fait, c'était de dire on rend une partie de l'argent qu'on a gagné sous forme de subvention. Et on l'avait fait d'ailleurs, je veux le dire, on l'a commencé dès le mois de février. C'est-à-dire qu'on a bien senti très vite, quand les prix montaient, qu'il y aurait un débat. Et donc, dès le mois de février, on avait lancé une première opération dans les stations rurales. Après, on a fait les stations autoroutières. Après, le gouvernement a décidé d'une mesure plus générale que nous avons décidé de suivre. Donc je pense que c'était une bonne façon. Et puis maintenant, on va le faire dans d'autres énergies, pas que sur l'essence. Là, on vient de le faire. On vient de lancer quelque chose côté électricité pour récompenser les clients qui vont faire des économies. Donc on va leur donner un bonus s'ils économisent de l'électricité. Récompenser ceux qui sont vertueux. Oui, c'est un moyen, je pense, d'inciter. La meilleure réponse se trouve à la hausse des prix de l'énergie.
c'est d'être plus efficace, d'économiser. Enfin, ça permet non seulement c'est bon d'ailleurs pour le portefeuille, mais c'est aussi bon pour les émissions et c'est bon pour la sécurité d'approvisionnement collective. Je pense qu'il faut encourager les comportements vertueux de l'ensemble de nos clients. Sur les 30 centimes devenus 10 centimes, est-ce que vous avez compté combien ça allait coûter? Parce que c'est quand même de la marge en moins pour un... Ça avait été annoncé, on avait annoncé que ça nous coûterait à peu près 500 millions d'euros sur l'année. On y est, parce que j'ai vu que là, on est à peu près, après la phase 30 centimes, on a dû penser à peu près 400 millions d'euros, donc c'est un coût. Et il nous reste encore un mois et demi à 10 centimes, donc on va être sans doute aux 500 millions d'euros qu'on avait annoncé. Bon. Mais encore une fois, on peut le voir que c'est certes... plutôt une démarche originale, mais je crois qu'on est le seul pétrolier au monde à avoir décidé d'avoir... Les majors américains n'ont pas fait la même chose. Ils n'ont pas été... Personne ne nous a suivis sur ce terrain, je dirais, de la contribution volontaire, mais encore une fois, c'est... dans les parties prenantes d'une entreprise, il y a les salariés, bien évidemment, au premier chef, il y a nos actionnaires, il y a nos fournisseurs, mais il y a aussi nos clients. Et donc, voir comment, dans des périodes où l'énergie monte, on cherche à s'adapter, à prendre en compte le souci des clients, ça me paraît aussi faire partie de l'attitude d'une entreprise responsable. On s'était vu il y a un an, et si on regarde le contexte global, en un an, quand même, il y a quelque chose qui a changé, c'est la guerre en Ukraine, c'est l'inquiétude qui est montée sur les questions énergétiques. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, selon vous, sur ce que ce conflit, comment est-ce qu'il impacte le monde de l'énergie à court et peut-être à plus long terme? Il a changé beaucoup de choses. D'abord, on parle encore plus d'énergie qu'avant. Jusqu'au conflit, je dirais, l'énergie était dominée par le côté énergie durable, le climat. Tout le débat tournait beaucoup autour de la transition énergétique. Et ce débat est toujours là, parce qu'on est en pleine COP, donc l'impératif climatique est toujours là. Mais ce qui est devenu très prégnant avec avec la crise, la guerre, l'agression de la Russie contre l'Ukraine, c'est surtout le fait que la notion de sécurité d'approvisionnement est remontée en haut. On prenait pour un acquis. Ce qu'on prenait pour un acquis, tout d'un coup, on découvre que on était très dépendant du gaz russe. Donc cette notion-là est devenue au centre des préoccupations, notamment pour nous, Européens. Et puis, comme je le disais, la conséquence a été aussi, même si les prix avaient monté, en fait, le prix du pétrole a monté en 2021. Ce qui a fait l'effet de la guerre a été plutôt sur les prix du gaz en Europe, puisque tout d'un coup, on se retrouve privé d'une source de gaz. Donc on doit amener en Europe du gaz naturel liquéfié, et Total y a contribué largement. Mais là, il y a un impact majeur sur le marché gazier, et par conséquent, ce que les gens ont découvert, mais sur le marché de l'électricité. Parce qu'effectivement, il se trouve que le gaz est le moyen marginal de fabriquer de l'électricité, et qu'on a un marché, je dirais, dérégulé en Europe, où le prix est égal au coût marginal. C'est une des premières leçons d'économie qu'on apprend à l'université. Quand on allume la dernière centrale à gaz pour faire de l'électricité... C'est elle qui déclenche le prix. Il n'y a rien de tellement... On me dit que c'est pas normal, si, c'est normal, quelque part. Et quand, voilà. Mais bon, donc il y a un impact majeur, ça c'est clair, et qui va durer. Qui va durer parce que, là, naturellement, on a fait... La première priorité cette année a été pour nous tous d'approvisionner l'Europe. Donc on a rempli tous les stocks de gaz. Donc cet hiver, on va le passer. Mais on sait qu'aussi, quand l'hiver, il fait froid, donc on consomme du gaz. Donc on va sortir de l'hiver avec des stocks bas. Et il va falloir qu'on reparte à regonfler ces stocks dans les mois qui suivent. Et la différence qu'on aura entre 2023 et 2022, c'est qu'en 2022, en fait, les 6 premiers mois de l'année, le gaz russe continuait à venir en Europe. Or, entre-temps, il y a eu des événements graves, les attentats sur Nord Stream 1 et Nord Stream 2, donc une partie du gaz russe a disparu, et il ne reste aujourd'hui qu'un flux, un tiers à peu près du flux, qui est d'ailleurs de façon étrange le gaz qui transite par l'Ukraine. Je n'ai toujours pas compris pourquoi celui-là est resté là, mais enfin, il transite, mais on se retrouve donc en situation où on a moins de... Pour alimenter les stocks d'ici fin 2023... Pour remplir ce qu'on aura vidé. Il va falloir alimenter encore plus en gaz naturel liquéfié, et tout ça... La seule façon pour nous, parce que le gaz naturel liquéfié, c'est une énergie mondiale, elle est produite dans le monde, et en fait, pour que les Européens l'amènent en Europe, il faut qu'on paye plus cher que ce que les Asiatiques payent. Puisqu'en gros, le gaz naturel liquéfié, son marché naturel, c'était Japon, Corée, Taïwan, Asie du Sud-Est, Chine, bien évidemment, qui était devenu le plus gros importateur. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Pour ramener ce gaz, les Européens, c'est une compétition entre... Pourquoi ? Parce que il faut comprendre que la demande européenne a créé un vrai choc sur ce marché du gaz naturel liquéfié. Le gaz naturel liquéfié, c'est des énormes usines, on n'en construit pas en claquant dans les doigts. En gros, on en produit 400 millions de tonnes par an. L'Europe, cette année, a tout d'un coup demandé 40 millions de tonnes de plus. C'est-à-dire 10% du marché mondial. Et si on doit remplacer tout le gaz russe,
s'il s'arrête, ce qui n'est pas totalement impossible comme scénario, ça représente 100 millions de tonnes, c'est-à-dire 25% du marché mondial, donc 20%, pardon, 25%. Donc vous voyez bien qu'il y a eu un choc de demande, et à la fin, et on ne sait pas augmenter l'offre de gaz naturel liquéfié. Encore une fois, il faut 5 ans pour construire des usines nouvelles. Alors, il y en a certaines qui viennent de démarrer. Il n'y en a pas qui sont attendues en 2023, 2024. Et donc, le résultat, c'est que c'est le prix qui s'est ajusté vers le haut, puisque vous aviez une demande, un choc de demande bien supérieur à l'offre mondiale. Et ça va durer sur 23. Donc, on se retrouve dans un dilemme, donc, qui est d'ailleurs auquel les gouvernements font face, qui est priorité à approvisionner. Mais naturellement, au début, on ne regarde pas le prix, puis après, on regarde la facture, et la facture est élevée. Et c'est là qu'il faut qu'on arrive à quelque part, et donc notre priorité va être à nouveau d'approvisionner. Alors, l'Europe est d'autant plus sous tension dans ce marché du gaz naturel liquéfié qu'en fait, comme on avait ces pipes russes qui venaient, eh bien, on n'a pas assez physiquement de terminaux d'importation. On n'a pas l'infrastructure. On en a. Alors la France en a, mais globalement l'Europe n'a pas assez d'infrastructures d'importation de gaz naturel liquéfié, ce qu'on appelle les terminaux de regazéification, pour pouvoir alimenter. Alors on construit en ce moment des terminaux. Les Allemands en construisent. Et nous, vous avez ouvert vous allez on a 2 projets au Havre quelque chose pour importer plus de. Voilà, on a 2 projets. Il se trouve qu'on avait des terminaux flottants. L'un était en Chine et l'autre, je crois, servait de méthanier. Et on a décidé de les ramener pour contribuer à la sécurité d'approvisionnement. Donc on en a proposé un au Havre, où il sera en service a priori à la mi-2023. D'accord. Et le deuxième en Allemagne. Le deuxième est en train d'essayer de s'installer en Allemagne. Il pourrait être en service au début de l'année 2023, d'après les informations, si tout se passe bien. Mais tout ça, ça prend du temps. Donc voilà, il y a une vraie tension. Et donc sur le marché du gaz, honnêtement, je ne m'attends pas à une relaxation des prix dans l'année qui vient. Ça ne va pas baisser comme ça. J'espère qu'on va éviter. Ce qui s'est passé quand même en 2022, c'est que non seulement le gaz naturel liquéfié, il fallait le payer plus cher, mais après, il y a eu un peu une panique dans le marché. C'est-à-dire qu'à un moment, quand les gouvernements ont dit « mais il va peut-être falloir faire du rationnement », on est rentré dans quelque chose d'assez irrationnel, c'est-à-dire le prix est allé se mettre très très haut. Quel est l'industriel qui est prêt à payer quel prix? Et donc là, il y a eu ce qu'on peut dire une forme de spéculation, mais qui n'était plus liée. Le panic buying. Le marché. Et là, c'était un vrai problème. Et c'est ça que je pense que les Européens cherchent à contrôler. Éviter qu'on paye le prix du marché international du gaz naturel liquéfié. On n'a pas le choix, puisque maintenant, on est un continent importateur. Donc on ne peut pas contrôler le gaz en dessous. Limiter les pics. Mais par contre, est-ce qu'on pourrait peut-être trouver un moyen, un mécanisme de caper quelque part? Mais il faut que le cap, s'il y en a un, n'intervienne qu'en cas, justement, je dirais, d'hystérésie forte, comme on l'a vécu à un moment à cet été. Et encore une fois, d'ailleurs, là-dessus, alors qu'on était en train de remplir les stockages, il y a eu une espèce de peur qui s'est générée dans le marché, qui est fait. Bon, le deuxième point qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a eu une très forte volatilité. Nous, on n'avait jamais vu ça. Hein. Le prix du gaz est quand même monté à l'équivalent de $300 du baril. Hein. Enfin, normalement, le gaz vaut moins cher que le pétrole. Et cette volatilité a eu un effet assez négatif également sur les marchés gaziers. C'est qu'en fait, il y a beaucoup d'acteurs, il y a ce qu'on appelle des appels de marge. Donc, il y a un manque de liquidité sur les marchés aujourd'hui. Et donc, il y a très peu de transactions parce qu'en fait, dans ces marchés-là, il y a des appels de marge importants. C'est en gros, quand vous faites des transactions, vous devez mettre une espèce de fonds de trésorerie quelque part. Vous aurez le capital. Mais le problème, c'est que tout ça fait des volumes élevés qui dépendent de la volatilité. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs, y compris nous, qui sont retirés de ces marchés régulés pour aller plutôt faire des transactions avec des grands acteurs directement over the counter, comme on dit. Donc il y a aussi ce phénomène-là qui rend... mais je pense que effectivement, il serait bien qu'on trouve des mécanismes pour faire en sorte que l'Europe paye le gaz naturel liquéfié international. Il n'y a pas de moyen de ne pas le payer, ce prix-là, mais évite de payer, d'entrer dans un autre espace sur volatilité. Et un des sujets qui inquiète en particulier sur le GNL, ce qu'on entend, c'est cette année a été aussi un peu plus simple parce que la Chine était partiellement à l'arrêt à la cause du zéro Covid. Il y a un risque que l'année prochaine, la Chine redémarre sur les chapeaux de roue et eux ont négocié des contrats à long terme et donc ils vont capter tout le GNL et donc... Non, mais dans le marché du GNL, il y a des contrats à long terme et les Chinois en bénéficient. D'ailleurs, à mon avis, la seule vraie réponse à la volatilité du prix pour les Européens serait d'en signer. Parce que les contrats à long terme, en général, sont liés au prix du pétrole. C'est un pourcentage du prix du pétrole. Donc nous, on a dû vendre à la Chine cette année à peu près l'équivalent de $100 du baril du GNL, ou au Japon. On n'a pas payé 200 ou 300. Ils n'ont pas payé le même prix que nous, parce que ces contrats à long terme, parce qu'ils sont longs, permettent d'avoir des formules de prix qui amortissent mieux, je dirais, la volatilité. En Europe, on est complètement sur un marché spot. Donc, à mon avis, ça, c'est une voie. Je ne suis pas très inquiet, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez certes des contrats à long terme, mais vous avez aussi des contrats aux États-Unis. Nous, on en a. On est le plus gros exportateur de gaz naturel liquéfié américain.
puisque Total Énergie, il faut avoir en tête, hein, la France a une chance, c'est qu'on est le numéro 3 mondial de ce marché. Sur les 400 millions de tonnes, on en contrôle 40 millions de tonnes. Donc on a 10% du marché mondial entre nos mains. Et ce gaz naturel liquéfié américain, en fait, il n'est pas contractualisé à long terme pour une grande partie. Et c'est nous qui l'avons gardé. On l'a dans notre portefeuille. Donc on est devenu un gestionnaire sur notre bilan. Donc on prend ce risque. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est une source de revenus pour nous. Et en fonction du marché international, on va l'envoyer soit en Europe, comme on l'a cherché à le faire, où les prix sont un peu meilleurs, soit il va en Asie. Voilà en gros que ça se passe. Donc la Chine, après, est-ce que la Chine va tellement redémarrer qu'elle voudra aussi prendre une partie du marché spot ? Ça, c'est moins évident, parce que ce qu'on a observé cette année, c'est quand même les Chinois... ils ont pris moins GNL, mais ils ont pris plus de charbon, malheureusement. Parce que leur gaz naturel liquéfié, il sert en fait de substitut au charbon pour faire l'électricité. Donc ils ont un arbitrage possible, et quand les prix deviennent trop élevés, comme beaucoup de pays asiatiques en fait, on voit un retour vers le charbon, ce qui n'est pas bon pour le climat. Mais en fait, c'est d'ailleurs, à mon avis, une façon qui fait que le marché... Parce qu'à la fin, l'offre est égale à la demande. Donc si j'ai une offre contrainte, c'est qu'en fait, il y a une forme de destruction de demande qu'on a vu mondialement qui pose des soucis. L'un, c'est en Asie, retour vers le charbon. Et en Europe, ce qu'on voit aussi, c'est quand même une baisse de la demande de gaz de la part des industriels, assez forte. Parce que c'est cher. Et les industriels en Europe, certains sont allés vers le diesel, générateurs au diesel, d'autres arrêtent des activités, et ça, c'est pas bon, globalement, pour la macroéconomie. Un peu plus aux États-Unis parce que l'énergie est moins chère. Donc il y a plusieurs phénomènes induits par cette affaire de gaz. Est-ce qu'une des leçons aussi de la guerre en Ukraine, c'est qu'on est rentré dans un monde dans lequel l'énergie sera durablement beaucoup plus chère, alors qu'on était déjà sur une trajectoire d'augmentation des prix à cause de la transition vers des énergies vertes ? Non, on a deux... d'abord, je pense qu'il y a plusieurs tendances. D'abord, il y a toujours des cycles. Là, vous voyez, le gaz naturel liquéfié est élevé, mais il y a plein de gens qui annoncent de nouveaux projets. Donc, en 2027, 2028, à un moment, il y aura trop de projets. Entre-temps, parce que les prix sont élevés, la demande aura baissé, on va se retrouver à surcapacité. Enfin, ça, c'est très... c'est les matières premières, c'est cyclique, l'offre et la demande n'est jamais en adéquation. Et ça, c'est presque normal. Par contre, pour l'Europe, c'est clair qu'il y a quelque chose qui change pour nous, Européens, qui est que, je pense, même s'il y a une fois un jour la paix et qu'on reprend un peu de gaz russe, jamais on n'ira se remettre dans la même dépendance. Les 40%, ouais. Et donc c'est vrai que ce que vous avez dit, et c'est vrai, c'est que la transition énergétique, quelque part, parce qu'on doit investir énormément dans les nouvelles capacités, notamment d'électricité renouvelable et autres, ou nucléaire, quelque part pousse les prix de l'énergie vers le haut. C'est clair, parce qu'il faut... et notamment les prix de l'électricité. Donc cette tendance que là, on a vue de façon exacerbée et qui est insupportable, parce qu'on fait facilement des x3, bon, c'est beaucoup trop, mais tendanciellement, on va observer effectivement une appréciation de prix. Donc il faut que nos clients, quelque part, prennent en compte le fait que la transition énergétique, oui, va se traduire quelque part par des prix de l'énergie plus élevés. Tout simplement pour une raison d'investissement, encore une fois. Parce qu'aujourd'hui, nous, des sociétés, on doit à la fois investir dans l'énergie qui nous fait vivre aujourd'hui, pétrole et gaz, et on doit aussi investir dans cette nouvelle énergie décarbonée. Et donc, à la fin, tout ça, il faut le financer, tout ça. Voilà. Un mot peut-être sur la conjoncture sur le marché du pétrole. Est-ce que vous pensez que les prix, là aussi, vont avoir vocation à monter? Est-ce qu'on est autour d'un baril à $100 qui va se stabiliser? Est-ce que la conjoncture économique, on a beaucoup de tensions sur, ça risque de se ralentir? Est-ce que du coup, si l'économie se détériore un peu, ça va abaisser la tension? Ou il y a deux tensions. Et je pense qu'il y a deux phénomènes contradictoires sur le pétrole. Donc c'est compliqué de répondre à cette question-là parce qu'on a bien parfaitement vu que le baril qui était monté assez haut, enfin à $105, a glissé à $85 assez rapidement au cours des mois de septembre-octobre. $20, ça fait quand même, c'est beaucoup. C'était bien pour les clients. Et pourquoi ? Parce que le marché a été dominé par ce sentiment, comme on dit bearish, entre guillemets, d'une récession mondiale, donc moins de demande. Crainte de récession. Crainte de récession, et donc ça a entraîné le pétrole vers le bas. Donc ce sentiment continue à exister. Peut-être d'ailleurs que la réalité, malheureusement, ce qu'on peut espérer, entre les taux d'intérêt qui remontent, l'inflation, il y a beaucoup d'éléments. Un des facteurs, d'ailleurs, une des inconnues, c'est quand même le redémarrage ou non de la Chine. Est-ce qu'il va y avoir un redécollage de la Chine enfin en 2023 ? Cette année, elle n'a pas du tout, et ça peut aider dans un sens ou dans l'autre. Donc il y a cet inconnu-là, et en face, il y a une force inverse qui est la force de l'OPEP, qui d'ailleurs l'a démontré récemment, puisque l'OPEP, comme on l'a bien vu, quand c'est passé de 105 à 85, ils ont réagi et ils ont annoncé qu'ils diminuaient leur offre de 2 millions de barils. C'est beaucoup, 2 millions, c'est 2%, même si une partie était déjà coupée, il n'empêche, c'est potable. Et on a vu d'ailleurs le prix réagir, repasser de 85 à 95 cents, donc une très forte encore à la hausse. Donc il y a deux forces antagonistes qui s'affrontent. Et le bon sentiment, c'est que les pays de l'OPEP, qui pensent d'abord à leur propre économie, ils n'ont pas trop envie de voir le pétrole passer
sous $80. Je pense il y a une forme. Et puis, l'histoire a démontré que quand on commence à avoir un sentiment justement d'une récession, même si c'est la peur de la récession, quand ça glisse vers le bas, ça glisse. Voilà. Donc voilà, il y a ces deux forces. C'est difficile de vous dire, autant sur le gaz, malheureusement, j'ai tendance à avoir, compte tenu des dynamiques que j'ai décrites, je ne vois pas comment ils pourraient... Et des investissements à long terme. Des investissements à long terme. Autant sur le pétrole, les deux, tout est possible, compte tenu des... Mais encore une fois, il serait préférable pour nous tous que la croissance mondiale reparte et qu'on ne soit pas trop atteint, parce que sinon, ça a des conséquences au-delà simplement du prix du pétrole. Avant de parler plus en détail de Total Energy, dernière question peut-être sur le marché du pétrole. Est-ce qu'aujourd'hui, les pétroliers, les majors continuent d'investir assez massivement pour aller chercher de nouvelles ressources, ou est-ce que tout le monde se prépare peut-être à un monde sans pétrole à moyen terme, et donc on arrête de chercher, on arrête de faire des forages, on arrête d'investir massivement dans l'outil de production parce qu'on se dit le pétrole c'est plus le passé que l'avenir. On n'arrête pas, mais en même temps on investit beaucoup moins. Il faut avoir en tête qu'en 2014-2015, l'industrie mondiale pétrolière et gazière investissait $700 milliards par an. Ouais. C'était beaucoup. Cette année, et depuis quelques temps d'ailleurs, parce qu'à cause le prix s'est cassé la figure en 2015, on est à 400 milliards. Donc on a quasiment divisé. C'est pas 2 fois moins, mais bon. C'est pas loin. Et d'ailleurs, Total Energy, on était en gros à 20 milliards, on est passé à 12 milliards. Donc on suit à peu près. Ouais. Bon, or, et c'est là qu'il faut que tout le monde l'accepte, même si c'est... si vous n'investissez pas suffisamment, chaque année, les champs de pétrole mondiaux, ils perdent 4 à 5% par an de production. C'est un phénomène que les gens ont du mal à intégrer. C'est pas comme une usine qui fabrique des boîtes de médicaments qui a une capacité constante. Non. On tire sur une ressource et on tire. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au fur et à mesure qu'on produit, la pression dans les puits baisse et donc l'année suivante, ils produisent moins. D'accord. Et donc il y a un phénomène naturel. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire les shadocks. C'est-à-dire que si on arrête de forer, si on arrête d'investir, eh bien on n'arrive même pas à maintenir. On décline. On remplace même d'ailleurs que dans le débat du climat. Moi, je sais qu'il suffira qu'un jour on décide d'arrêter d'investir, effectivement, de ne pas entretenir, de laisser le déclin naturel des champs à 4 ou 5% par an. En 10 ans, j'en perds 50%. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les 400 milliards de l'avis de l'ensemble de l'industrie, c'est pas suffisant, en fait, même pour maintenir. On a un problème, il ne faut pas revenir à 700, il faudrait être plutôt à 500 milliards. Bon, donc on est à 400, pourquoi? Parce qu'on a décidé, les acteurs communaux, d'aller vers la transition énergétique. Il faut allouer de l'argent ailleurs. Donc il faut bien, on ne va pas créer comme ça. Donc aujourd'hui, le débat est assez étrange, où à la fois on nous dit vous en faites trop à cause du climat, puis après vous en faites pas assez parce que les prix montent. Et donc voilà, on cherche en permanence le bon équilibre. Mon sentiment, c'est qu'effectivement aujourd'hui, en tout cas les 400 milliards, autres commentaires, ils sont exactement au niveau que l'AIE recommande pour aller vers net zéro. Simplement, comme la demande, parce qu'en fait, cette affaire, c'est un problème de demande de pétrole. Pour l'instant, elle ne va pas s'effondrer d'un seul coup. Pour l'instant, tout le monde continue à circuler avec des véhicules thermiques. Enfin, il y a quelques véhicules électriques qui apparaissent. On a profondément... Et la demande, en fait, elle monte même chaque année. À l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, parce qu'à l'échelle mondiale, on vient de passer les 8 milliards d'habitants. Et en fait, la tendance forte, c'est que vous avez une demande. Et donc, la vraie question pour nous tous, c'est... Et si on a une demande qui reste bonne et que l'offre... finit par diminuer. Et à la fin, c'est le prix qui s'adapte, là encore. Donc c'est ça la vraie difficulté du pilotage de la transition énergétique. C'est pour ça que le mot transition est majeur. Parce que transition, ça ne veut pas dire, contrairement à ce qu'on me dit... qu'on arrête d'un seul coup. Qu'il faut qu'on arrête d'un seul coup. Et surtout, ça ne veut pas dire... Il ne faut pas, pour moi, tant qu'on n'a pas construit le système d'énergie décarbonée mondial, mais c'est énorme, tant qu'on n'a pas investi dans un système qui nous fournit cette énergie décarbonée, vouloir diminuer trop vite l'énergie fossile qui effectivement émet du carbone, le résultat, c'est que l'énergie d'aujourd'hui, celle qui nous fait vivre, le prix va monter. Et là, un jour, on va réussir à nous accuser d'avoir organisé une rareté, quoi. Ouais. Donc, ce qui n'est pas notre objectif. Donc, c'est toute la difficulté de la transition. En fait, ce qui veut dire, c'est qu'on a du pétrole pour les années qui viennent, sans doute la décennie qui vient, mais si on recommence par investir plus massivement et que la transition vers les énergies renouvelables est un peu plus lente que prévu, on peut avoir une tension d'ici une quinzaine. On aura des tensions, donc il faut qu'on investisse. Et ça, d'ailleurs, le phénomène que je viens d'écrire, c'est pas la guerre qui a fait monter le prix du pétrole. Le prix du pétrole, il a monté en 2021, et tout le monde se disait bien que c'était parce que justement, il y avait cette tension d'une demande qui ne baissait pas. Et donc, oui, je sais que la demande de pétrole va baisser un jour, j'en suis convaincu. Ouais. La question, c'est quand. Et d'ici là, il faut continuer à assurer la mission d'approvisionnement de nos clients. Parlons un peu plus en détail de Total, devenu Total Energy. Déjà, pourquoi ce changement de nom quand on est un géant du pétrole? Pourquoi décider de s'appeler Total Energy avec un S? Avec un S, d'abord parce qu'il y a longtemps qu'on n'est pas qu'un géant du pétrole, même si c'est l'image d'Épital, puisqu'on est né dans le pétrole en 1924, ça c'est vrai.
on était déjà un géant du pétrole et du gaz, puisqu'en fait, notre production est quasiment moitié pétrole, moitié gaz, et on est devenu un géant du gaz naturel liquéfié qui devient célèbre, puisqu'on est devenu le numéro 3 mondial, toute entreprise confondue, y compris les compagnies nationales. Il y a le Qatar Energy, il y a Shell, il y a Total Energy. Ça fait longtemps que vous investissez dans le GNL. Donc le gaz naturel liquéfié, c'est quelque chose, et on avait amplifié, en reprenant l'ensemble des actifs de Engie en 2018, cette position. Et puis, il y a eu un mouvement stratégique majeur en 2020, une décision majeure qui a été décidée, et qui a d'ailleurs accompagné le changement de nom, qu'on allait investir l'électricité, qu'on allait ajouter une autre énergie, le pétrole, le gaz et l'électricité. Et l'électricité, pourquoi ? Parce que la transition énergétique, la décarbonisation, je l'avais dit en 2016, le 21e siècle sera électrique, c'est profondément plus d'électricité. Parce que l'électricité, on peut la produire à partir d'énergies décarbonées, des énergies renouvelables, solaire, vent, etc. Et donc c'est ça le choix stratégique qu'on a fait. Le choix stratégique, c'est d'ajouter, à côté du pilier pétrole, qui ne croît plus, parce qu'on a dit pétrole, on n'a plus d'impulsion de croissance, on va maintenir, puisqu'on sait qu'il y aura une décroissance, mais il faut quand même qu'on maintienne, donc il faut qu'on continue à investir, discussion précédente pour le maintenir. On a un pilier gaz qui, lui, on continue à faire croître dans le gaz naturel liquéfié parce qu'on considère le gaz est une énergie de transition. Il se substitue au charbon et une centrale à gaz, électrique à gaz, ça fait 2 fois moins d'émissions qu'une centrale à charbon. Donc, quand je vends du GNL, quand j'en vends plus, à nos clients chinois qui le substituent au charbon, ça fait des émissions en moins et donc ça contribue. Et puis, on ajoute l'électricité avec une ambition que, d'horizon 2030, l'électricité représentera 20% de notre business. L'électricité, c'est déjà aujourd'hui près de 15% de nos capitaux. Donc ça croît très vite. Et puis l'idée qui est d'ailleurs, puisqu'on a dit qu'on voulait être dans une trajectoire net zéro d'horizon 2050, c'est que l'électricité sera dominante en 2050 dans les énergies qu'on produira. Donc on construit le pilier électricité à base de 2 énergies. Donc on fabrique de l'électricité soit à partir renouvelable, soit à partir de gaz. Je vais y revenir, mais juste une question sur cette stratégie. En fait, vous êtes un peu, on peut avoir raison contre tout le monde, mais vous êtes un peu dans une stratégie très différente des autres majors du pétrole qui sont, j'ai l'impression, à fond sur le pétrole. Et puis de l'autre côté, on a vu émerger ce qu'on appelle des utilities ou des spécialistes des énergies électriques qui vont vers le renouvelable. Est-ce que ce choix interpelle parfois certains quand vous voyez des investisseurs ? Comment est-ce que vous répondez à cette question ? Pourquoi vous n'avez pas fait ça, juste du pétrole comme d'autres. Parce qu'on a décidé qu'on voulait être un acteur de la transition énergétique, parce que quelque part, d'ailleurs, nos salariés l'ont bien compris, parce que quand on a changé de Total en Total Énergie, ils se sont retrouvés dans cette ambition. Je pense qu'on a voulu démontrer, on veut être une entreprise dans la transition, on a une forme de transformation. Mais encore une fois, puis il y a une autre raison fondamentale, il n'y a pas que le climat, il y a les marchés. Quand vous pensez à long terme, vous avez un géant du pétrole, mais vous restez sur un marché dont vous vous dites qu'il va décliner, c'est quand même mieux d'aller vers des marchés qui croissent, l'électricité va croître. Le gaz naturel et le gaz croît également, donc mais il sera en transition. Donc je pense que c'est une analyse des marchés, c'est la volonté de pérenniser l'entreprise. Oui, il y a des questions. Pourquoi ? Parce qu'il y a une question, parce que notamment quand le baril vaut $100 et que c'est votre métier d'expertise, la rentabilité de votre pétrole est bien supérieure à des métiers nouveaux, vous diversifiez, vous prenez plus de risques. Si vous investissiez tout aujourd'hui sur le pétrole, vous pourriez, entre guillemets, gagner plus d'argent que si vous... à court terme. À condition que je trouve les champs pétroliers en question, à condition que je trouve le domaine pétrolier. Et encore une fois, quand on a eu cette stratégie, on l'a eu cette stratégie tout pétrole, entre 2005 et 2015, où on avait un seul, qui était de faire croître notre production d'hydrocarbures, pétrole plus gaz, pétrole notamment. On y a investi, on avait 20 milliards d'investissements, ou 22, 20, on est même monté à 25 milliards une année en 2013 ou 2014. Le résultat, c'est que ça n'a pas produit de valeur pour nos actionnaires. Les rendements n'étaient pas forcément croissants. Ça n'a pas produit de valeur pour nos actionnaires, pas du tout. Parce qu'on n'a pas trouvé les champs, on a investi dans l'exploration, on ne trouvait pas plus de champs. Et au contraire, d'ailleurs, quand le prix du pétrole... Parce qu'on allait chercher des pétroles de plus en plus chers, les fameux sables bitumineux canadiens qui ont besoin d'un point mort à $80. L'entreprise avait tout parié sur le pétrole. Et pour chercher les barils marginaux, il coûtait plus cher. Il coûtait de plus en plus cher. Et il y avait une volatilité qui pouvait vous freiner. Et quand on s'est réveillé en 2015, on avait un point mort dans l'entreprise qui était pas loin de $100 du baril. Le baril s'est effondré à 50. On était en difficulté. Et maintenant, on a fait des efforts incroyables pour ramener à $25 notre point mort. C'est pour ça que l'entreprise est plus profitable aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, ramener à $25 le point mort ? Ça veut dire qu'en gros, l'entreprise, à $25 du baril, je commence à faire du profit, du cash flow. Et donc, vous comprenez bien qu'à $100 par rapport à $25, j'ai $75 du baril de marge supplémentaire à la peu près. Vous êtes adapté à un monde dans lequel le prix du baril peut chuter. Peut chuter. Et donc, ça nous rend beaucoup plus résilients. Et donc, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est recommencer la même histoire. Croire que trouver du pétrole... Parce que le pétrole marginal que je vais aller chercher si j'investis plus, il va coûter cher. Et nous ne repartirons pas dans les sables bitumineux. Non seulement parce que
c'est pas bon pour le CO2 et le climat, et qu'on s'y engage, mais aussi parce que c'est fondamentalement coûte cher. Donc c'est pas si simple que ça de croire que... Et donc l'ambition consistant à dire, déjà, on va maintenir la production, qui veut dire lutter contre ce déclin naturel de 4 à 5%, c'est pas gagné. Il m'en faut des nouveaux champs. Il faut que j'aille chercher des champs en Irak, comme on le fait, qu'on lance des projets décriés parfois en Ouganda. S'il n'y a pas de nouveaux champs qui alimentent notre transition. Donc le pétrole, c'est déjà en soi une gageure. Et ce que nous voulons faire, c'est arriver à maintenir, tout en maintenant la discipline sur nos coûts, notre point mort, et donc de façon à continuer à être une entreprise qui soit résistante, parce qu'il ne faut pas rêver, le prix est élevé, mais il baissera un jour. Ça, je vous garantis. Est-ce qu'en caricaturant, on pourrait dire que les bénéfices du pétrole d'aujourd'hui sont ceux qui financent vos investissements dans le GNL aujourd'hui et qui demain payeront les investissements dans votre business d'électricité? Est-ce que c'est ça le... Oui, enfin, le gaz naturel liquéfié, déjà, il gagne sa vie. Le gaz naturel liquéfié est devenu un sujet majeur. Cette année, c'est plusieurs milliards qu'on va gagner. Enfin, le gaz naturel liquéfié finance largement les investissements. Il tient tout seul. Donc, il tient tout seul, il n'y a pas de souci. Non, c'est vrai que... Et c'est pour ça que ce modèle est intéressant, c'est que nous, on a créé une entreprise d'électricité renouvelable, notamment, où les équipes, contrairement à des concurrents qui sont indépendants, n'ont pas besoin se préoccupent pas de savoir où ils vont trouver l'argent. L'argent, on l'a. C'est nous qui réallouons 4 milliards cette année, 4 milliards. Ça fait 25% de nos investissements vont vers l'électricité et les renouvelables. C'est quand même, on était à 1 milliard il y a 3 ans, on est passé à 4 milliards. Alors j'ai bien, les gens me disent, il y a encore 12 milliards par an dans le pétrole et le gaz. Oui, mais j'en ai besoin, encore une fois, pour maintenir la production, pour assurer mon gaz naturel liquéfié. Et puis, comme on l'a annoncé, puisqu'on fait plus de profits en ce moment en 2022, on va augmenter nos investissements, on va passer de 14-16 milliards à 14 à 16-18 milliards, disons, pour l'année qui vient. Et la croissance va notamment porter sur ces énergies décarbonées, électricité renouvelable, mais aussi, parce qu'il faut qu'on y investisse maintenant, les fameux carburants aériens durables et autres énergies décarbonées, le biogaz dont on a besoin pour la transition énergétique. Et ces investissements-là, ils seront rentables dans combien de temps? Est-ce qu'on est au début, on est on amorce la pompe, mais ça ne sera pas rentable avant des années? Ou est-ce que dans l'énergie, de toute manière, c'est vrai dans n'importe quel secteur. Lorsque j'investis dans un nouveau pays, vous voyez, on va aller en Irak, investir dans pétrole, gaz et électricité. On commence par dépenser. On commence par dépenser de l'argent, et pas qu'un peu. Ouais. Et en gros, c'est des cycles qu'il faut une dizaine d'années. Mais en fait, notre aventure, entre guillemets, nos investissements dans l'électricité renouvelable, c'est exactement la même idée. Et donc, ce qu'on s'est dit, notre objectif, c'est de rendre, je dirais, break-even à horizon 2030, lorsqu'on aura suffisamment qu'en gros, les revenus qu'on tirera de notre activité d'électricité renouvelable permettront de financer nos investissements. En gros, sur une base investissez aujourd'hui pour que exactement. Ça paye un peu plus tard. Et en fait, c'est tout le monde de l'énergie. Et c'est pour ça qu'on a décidé cette stratégie dès 2020, parce qu'on sait que ça prend 10 ans pour arriver à établir un moteur qui sera, lui, profitable. Donc en fait, oui, on investit dans ces métiers-là, et ça sera les futures sources de cash flow qui alimenteront les dividendes de nos actionnaires plus tard. Il faut trouver des relais, parce que si on n'arrive pas à croître dans nos énergies traditionnelles, il faut trouver des relais de croissance. Et donc, ils seront gaz naturel liquéfié tout de suite, et derrière, il y aura électricité renouvelable. Je disais tout à l'heure, vous êtes par rapport aux autres majors du pétrole un peu atypique, mais par rapport aux géants de l'énergie renouvelable, pourquoi est-ce qu'on devrait investir chez vous pour miser sur les renouvelables alors qu'il y a ce qu'on appelle des pure players, des acteurs vraiment focalisés à fond sur ce métier? En quoi vous pouvez être aussi bon ou meilleur que ceux dont c'est vraiment le métier à 100%? Il y a 2 raisons. D'abord, les pure players, ils ne sont pas très gros. Et pour l'instant, ils ne génèrent pas beaucoup de cash flow, pas beaucoup de dividendes. Donc vous pariez sur la valeur de l'action qui va monter et on va voir ce qui va se passer avec des taux d'intérêt qui remontent justement dans ces modèles-là. Parce qu'en fait, ce sont des modèles qui sont, comme on dit, extrêmement fondés sur de la dette, des niveaux d'endettement extrêmement élevés, ce qui n'est pas le cas du tout. Alors nous, on a un énorme avantage, c'est d'ailleurs à la fin de l'année 2022, on aura quasiment une dette nette proche de zéro. Donc on va se retrouver avec une entreprise qui a des capacités. Vous partiez d'un point très très haut. On était à près de 30% de gearing il y a 6-7 ans. On va avoir ramené tout ça à quasiment zéro. Pendant le Covid, on était remonté, mais là on a une génération de cash. Parce que la priorité de qu'est-ce qu'on fait de nos profits, la priorité c'est de désendetter l'entreprise. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de faire face au cycle. Et surtout par rapport à votre question, en fait, ce qu'on veut faire, nous, dans l'électricité et les renouvelables, si on n'investit pas dans ce secteur-là, sur le modèle de j'investis dans des renouvelables comme dans une infrastructure qui a des revenus garantis, soit par l'État, soit par des contrats avec des autres industriels. Ça ne nous intéresse pas beaucoup. Parce
Parce que ça, c'est des contrats qui ont une rentabilité relativement faible, ce qui est à dire normal. On vous garantit un revenu. Vous avez, c'est ce qu'on appelle le monde des utilities, 6, 5, 6, 7% de rentabilité. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de faire ce qu'on sait faire dans le pétrole et dans le gaz, c'est-à-dire de prendre le risque du marché. Donc, une partie de notre portefeuille électricité renouvelable ne sera pas sécurisée en revenus. Et comme on fait d'ailleurs dans le gaz du naturel liquéfié, on n'a pas des contrats à long terme sur tout notre gaz naturel liquéfié. Le reste, on le met sur le marché spot, sur le marché marchand. Faites le pari que vous aurez des coûts qui permettront de faire des profits. Et là, on peut bénéficier de marchés volatiles. Alors bien sûr, on prend des risques quand les marchés sont bas, mais quand les marchés sont bons qu'en ce moment, on a de l'upside. Et ça, on peut le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a une vraie grande différence par rapport aux concurrents que vous décrivez, c'est qu'on a un bilan qui est sans dette. Le niveau d'endettement des grandes utilities européennes, c'est des gens qui ont un endettement à 3-4 fois l'EBITDA. Et ça les limite dans leur capacité à agir. Et les petites entreprises dont vous me parliez, qui sont certes indépendantes et qui sont toutes vertes, mais elles ont des moyens limités. Donc en fait, je pense qu'une entreprise comme la nôtre peut parfaitement trouver sa place avec un modèle qui n'est pas le même, mais qui est celui qu'on sait faire, en fait, qui s'appuie sur nos forces. Bon, par ailleurs, objectivement, il y a des domaines comme l'offshore wind, enfin l'éolien en mer. Les compétences qu'ont mes équipes de gérer des grands projets en mer, quand on fait largement pétrolière, on a l'expertise. On sait faire. Donc, je suis convaincu qu'on va amener et qu'on est en train d'amener dans ces secteurs-là, qu'on a des know-how, des compétences, des atouts qui vont nous permettre d'établir un business rentable. Et nos actionnaires, alors aujourd'hui, mais il faut qu'ils acceptent. Mais moi, je n'ai jamais vu, même dans le pétrole et dans le gaz, aucun pays nouveau où je suis rentré qui me délivrait 15% de rentabilité du jour au lendemain. Il me les délivrait, oui, mais il me les délivrait au bout d'une dizaine d'années. En France, vous avez racheté il y a quelques années Direct Énergie. Vous êtes sur le marché des consommateurs. Vous allez vendre à des particuliers. Est-ce que c'est un métier d'avenir? Est-ce que c'est un métier qui a vocation à se globaliser? Est-ce que c'est juste parce que vous êtes français, vous dites on va le faire ici? Ou est-ce que vous l'avez fait pour commencer à apprendre et voir? Oui, en fait, je pense qu'on a eu deux idées. On a toujours l'idée dans l'entreprise, c'est vrai, pétrole, gaz, c'est qu'on veut être sur toute la chaîne de valeur. On considère qu'on doit produire, qu'on doit stocker, qu'on doit transporter, qu'on doit faire du négoce, et qu'on a jusqu'au client final, et que le client final fait partie, je dirais, de l'ADN, de la mission de l'entreprise. Donc on a voulu aller voir ce marché. Les clients finaux peuvent être soit industriels d'ailleurs, ils ne sont pas nécessairement B2C, enfin, ou soit des clients individuels. Bon, on a eu des opportunités, parce que quand on a racheté Direct Énergie, il n'y avait pas que ça qui nous intéressait dans Direct Énergie. Dans Direct Énergie, il y avait plusieurs choses. Il y avait d'ailleurs des centrales à gaz qui fonctionnent bien. Il y avait une entreprise de renouvelables en France qui s'appelait Cadran, qui avait été rachetée peu de temps avant, puis il y avait le portefeuille de clients. Et en fait, quand on a racheté Direct Énergie, il y avait l'ensemble qui nous intéressait. Et d'ailleurs, l'histoire démontre que la rentabilité n'est pas nécessairement là où on pouvait le penser. Bon, les clients, c'est un métier qui n'est pas simple. Pourquoi ? Parce qu'il y a une concurrence très vive. Alors, la crise va peut-être quelque part assainir cette concurrence, puisqu'on voit quand même qu'il y a un certain nombre de petits acteurs. C'est pas simple parce qu'il faut des parts de marché. C'est exactement comme les stations-service. En fait, vous avez des coûts fixes relativement élevés. C'est un métier de marketing. Vous avez des coûts fixes élevés de publicité, de gestion de la base de clientèle, de call center, de systèmes informatiques. Et il faut en gros atteindre une quinzaine de pourcents de parts de marché pour commencer à faire en sorte que votre base de clients va vous rapporter plus que vos coûts fixes. Bon, on est en croissance. Donc on est passé de 2,5 millions de clients quand on les avait, on en a 4 maintenant, 4,5. Donc ça croît, mais il faut qu'on vise ces 15% de part de marché. Donc je dirais on est dans une phase de construction. Ce qu'on découvre aussi, c'est que c'est un business qui est assez complexe parce que les États, notamment les États européens, ont tendance à vouloir réguler ces marchés-là. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne le fait pas qu'en France. Hein. On a 3 pays. Aussi, on est en Belgique et on a une activité, on a à peu près 10% du marché. On est en France, puis on est en Espagne, où on a acquis une position en rachetant une base de clients l'an dernier. On a 7% du marché espagnol. On va y aller dans quelques autres pays, mais ça n'a pas vocation. Non, je pense qu'on va déjà essayer de faire bien cela, et puis après on verra. Mais c'est pas, en soi, ça fait partie des métiers finaux. C'est pour l'instant, ce qu'on découvre, c'est que c'est des métiers, bon, on le savait, hein, à faible marge, exactement comme les stations-service. Hein. Et la clé, c'est est-ce que dans ces pays-là, on peut arriver à avoir une part de marché suffisante, la taille critique? Et ça va dépendre, mais c'est comme dans les télécoms. Vous voyez, par exemple, le marché belge, aujourd'hui, il y a sans doute 1 ou 2 acteurs de trop. Le marché français, il y en avait plein. Bon, il est en train de se rationaliser. Et donc, c'est à un moment, dans ces marchés-là, s'il y a trop d'acteurs, tout le monde a des petites parts de marché et personne n'a de mal. Voilà. Vous avez évoqué tout à l'heure le terme, je crois, biofuel, biogaz. Enfin, biofuel, c'est pour faire voler peut-être les avions à l'avenir, l'hydrogène, enfin, toutes ces nouvelles énergies dont on commence à parler.
Est-ce que c'est les batteries? Est-ce que tout ça, c'est important ou c'est aujourd'hui trop petit pour qu'un géant comme vous s'y intéresse? C'est-à-dire, on va laisser peut-être des startups et d'autres défricher ce terrain, ou est-ce qu'il faut quand même suivre ce qui est tout petit aujourd'hui, qui pourrait peut-être devenir gros un jour? Non, mais on est déjà la transition, c'est soit des électrons, je parle d'électricité, soit des molécules nouvelles. Bon, il y en a qui sont assez évidentes pour nous. On y est dans ce business depuis longtemps. C'est tout ce qu'on appelle les biocarburants, la biomasse. Et on y est à travers, d'ailleurs, on transforme en ce moment des raffineries, comme celle de La Mède dans le sud de la France, celle de Grand Puy, pour faire des biocarburants. Et c'est presque naturel parce que c'est des liquides, c'est des molécules qui en fait, d'ailleurs, technologiquement, on peut réutiliser, c'est pour ça qu'on les transforme, des unités de raffinerie pour traiter ces biocarburants. Donc c'est presque plus évident. C'est dans votre ADN. C'est presque plus évident d'aller faire ces nouvelles molécules que d'aller faire de l'électricité, en fait. Donc là, on prend des parts. C'est des marchés. Alors, une des vraies difficultés de ces marchés-là, c'est plutôt la matière première. Parce qu'on ne veut pas aller chercher d'alimentaire, exactement. Donc il y a un débat. Donc on tombe dans des énergies de déchets, de recyclage, d'économie circulaire. Donc la matière première est clé. Voilà mais on a une ambition. En gros, par ailleurs, sur le carburant aérien durable, ce qu'on vit, c'est d'avoir 10% du marché des carburants aériens durables. Et on est en train de construire les outils industriels. C'est possible, on va y arriver. On va décarboner un petit peu l'aviation comme ça. Oui, parce que l'aviation, il faut un liquide. Il y a un problème de stockage. Bon, je sais bien qu'on parle de l'avion hydrogène, mais à longue distance... si le réservoir prend la place de tous les passagers... Ça ne va pas marcher. Et donc, sur de la longue distance, il faut des carburants liquides. Donc, ils vont être soit bio, comme je viens de le dire, soit ils seront ce qu'on appelle des fuels synthétiques, et ça c'est une autre aventure. Alors là, on fait des petits pas, on commence à avoir des unités pilotes qui consistent à prendre de l'hydrogène, donc il faut fabriquer l'hydrogène, qui n'est pas naturel, prendre du CO2, et on combine les deux et on fait des fuels synthétiques. C'est sans doute une voie à horizon 2050 qui se développera. Donc ça, on regarde le biogaz, parler de biomasse, le biogaz, donc on a acheté une entreprise, parce qu'il faut faire la main. On a Fonroche, qui est dans le sud de la France, on a 10% du biogaz français, et on est en train de regarder comment on peut s'étendre. Le biogaz, c'est intéressant, parce que c'est une façon de décarboner le gaz naturel. Donc pour un certain nombre de compagnies qui ont, par exemple, comme CMA-CGM, qui ont fait le pari de dire on va passer nos transports de containers, c'est les gros bateaux, le pétrole, les gros bateaux, vers du gaz naturel liquéfié, et maintenant ils nous disent oui, il faut le décarboner, donc ils ont envie d'avoir du biogaz, donc du bio-GNL. Donc il y a un marché, il y a une vraie demande, ça coûte cher à produire. On a un problème simplement d'effet d'échelle, parce que c'est des petites unités, des unités de biogaz. Mais on regarde ce marché en Europe et aux États-Unis, où on commence à avoir des unités de production. Et puis la troisième partie des molécules, ce sera l'hydrogène. Donc là, on a fait des pas importants en 2022, dans deux directions. Bon, on a d'abord, en Europe, on veut décarboner tout l'hydrogène de nos raffineries. Donc on a un projet, on a deux grands projets, l'un à La Mède, là aussi, avec Engie, où on veut investir dans un électrolyseur de taille significative, 120 MW. On va faire quelque chose bientôt à Grand Puy qu'on va annoncer avec Air Liquide également. Donc on regarde la décarbonation de l'hydrogène. Puis on a décidé en Inde, on a investi dans une association avec Adani, le conglomérat indien avec lequel on est déjà partenaire dans les renouvelables, pour faire de l'hydrogène vert en Inde de façon massive. Donc voilà, donc on prend des positions dans l'hydrogène. Et puis, je cache un peu ma copie, mais il y a aussi d'autres positions qui sont prises. On achète des terrains pour pouvoir un jour fabriquer l'hydrogène vert dans des pays comme le Chili. Vous reviendrez donc ça fait partie de la stratégie. Alors, on y alloue moins d'investissements aujourd'hui. On doit être plutôt entre 500 millions et 1 milliard que sur l'électricité et les renouvelables. Mais c'est destiné à monter en puissance également. Il nous reste peu de temps. J'ai deux dernières questions. Une sur l'automobile. On nous dit 2035, voiture électrique en Europe. Est-ce que la batterie, c'est un sujet qui peut vous intéresser? Est-ce que vous pensez qu'on sera capable de passer à 100% de voitures électriques neuves en 2035? Je sais pas, il faut le demander à Carlos Tavares. La batterie nous intéresse. Je vous rappelle que le premier mouvement qu'on a fait dans l'électricité, c'était en 2016, c'est d'acheter Saft. Donc on avait une société de solaire, SunPower, on a commencé à acheter Saft. Et d'ailleurs, on a créé avec Stellantis et Mercedes une société, elle n'a pas un joli nom, elle s'appelle ACC. C'est une société qui a vocation à construire des gigafactories. Il y a une première qui se construit dans le nord de la France. On en a 3 ou 4 en tête en Europe. Donc avec deux très grands actionnaires clients également, Stellantis et Mercedes. Donc on est dans cette aventure des batteries. Et je pense que d'ailleurs, donc on sera... ACC, pour moi, c'est le nouveau Northvolt, ou le nouveau... un des acteurs majeurs, c'est l'ambition qu'on a, un des acteurs majeurs des batteries de demain, où là aussi la demande sera forte. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Dernière question, je le disais en préambule, 13% d'actionnaires individuels, 7% d'actionnaires salariés. Comment ça a évolué au cours des dernières années et en quoi c'est important pour vous d'avoir quand même du coup pratiquement 20% du capital qui est détenu par des petits porteurs? Mais c'est très important, parce qu'en fait, les petits porteurs, c'est ce qui vous assure en partie votre indépendance.
la fidélité des petits porteurs est forte. En général, c'est des gens, des actionnaires, ils investissent dans une entreprise. Et en fait, ils interviennent. D'ailleurs, on les a vus monter depuis 2020. Ils sont assez malins. Quand l'action, à cause du Covid, est passée de 50 à 30 euros, ils ont acheté. Ils ont eu raison, elle vaut 60 euros ou quasiment en ce moment. Donc, ils sont assez malins. Et ce qui les attire d'ailleurs sur Total Energy, c'est le dividende. Parce qu'on sert quand même un dividende conséquent, qui fait 7 à 8% de rendement. Cette année, puisqu'on a annoncé un dividende exceptionnel, il fera même plutôt presque 10% de rendement. Donc c'est un beau placement. Donc les actionnaires individuels, pour nous, sont une voie de croissance. Et c'est en gros garantir l'indépendance à long terme de l'entreprise. C'est une des forces. Parce que les fonds, ils peuvent partir. Parce que les fonds, ils ont tendance, certains sont à long terme, mais d'autres peuvent bouger, ils font des arbitrages, etc. Et on les maîtrise moins. Alors là-dedans, les actionnaires salariés sont fondamentaux. Depuis que je suis PDG, d'ailleurs, il y a une augmentation de capital réservé aux salariés chaque année. Et les salariés investissent chaque année dans l'entreprise entre 300 et 350 millions d'euros. Ce qui fait que les salariés de Total Énergie, d'ailleurs, c'est peu connu, mais sur la place de Paris, c'est eux qui détiennent en valeur la plus grosse capitalisation. Ils ont à peu près 10 milliards d'investissements dans une entreprise. On cite souvent d'autres entreprises où le pourcentage du capital détenu par les salariés est plus élevé, mais 7% de Total Énergie, en valeur, ça fait beaucoup d'argent. Donc les salariés, et c'est d'ailleurs très rassurant, ils ont confiance dans l'entreprise. Et encore une fois, d'ailleurs, pour moi, c'est une politique essentielle parce qu'elle permet de réconcilier le débat actionnaire versus salarié. La meilleure façon, c'est que nos salariés soient actionnaires. Partager comme avec ça, eux. quand on annonce un dividende exceptionnel, comme on l'a fait cette année, les salariés en ont pris 7%. Voilà, c'est concret et ça va améliorer leur propre revenu. J'en profite pour dire que un des faits marquants de ce qu'on a fait cette année, c'est aussi qu'on a bien énoncé une politique de retour à l'actionnaire très claire, où on a annoncé que l'on rendrait à nos actionnaires 35 à 40% du cash qu'on génère. Donc c'est un pas en avant, puisqu'on était plutôt autour de 30-35%, donc 35 à 40%, et qu'on le rend par du dividende, priorité, qui va croître au fur et à mesure des années. Du rachat d'actions ? On le fait, le rachat d'actions, c'est pas du rachat direct aux actionnaires, c'est pas la première priorité, on le fait par du dividende. On le fait aussi, les rachats d'actions, ça ne fonctionne en fait, parce que racheter d'actions, la première étape, c'est que ça vient dans l'entreprise. Ça n'est pas un retour à l'actionnaire. Ce n'est un retour à l'actionnaire que si vous traduisez en dividende l'année suivante ce que vous avez racheté. Sinon, quand on parle de retour à l'actionnaire, pour l'instant, c'est simplement, la première étape, c'est vous diminuer la charge de dividende. Normalement, ça fait de la place. C'est bien l'intention qu'on a. Cette année, on va racheter 4 à 5% du capital. Et ça va alimenter la croissance du dividende de 2023. C'est assez évident. Et puis, on a ajouté un outil exceptionnel, c'est qu'on a dit que quand il y a des excédents de cash flow, parce que les prix sont très élevés, on pouvait faire un dividende exceptionnel, ce qu'on a annoncé cette année, 1 euro par action, qui va être d'ailleurs payé juste avant Noël à l'ensemble de nos actionnaires. Donc voilà, mais le vrai engagement, c'est 35 à 40% retour, quel que soit d'ailleurs le prix du pétrole. Et ce qui nous permet de le faire, cet engagement, c'est ce que j'ai dit, c'est que la boîte, maintenant, l'entreprise est désendettée. Et donc, on peut faire face au cycle. Donc, c'est une entreprise qui maintenant est beaucoup plus résiliente et qui est aussi, qui construit et qui est engagée pour construire les futurs moteurs de croissance de demain, à la fois dans le gaz naturel liquéfié et l'électricité et les renouvelables. Patrick Pouyanné, merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et restez branchés pour d'autres invités à l'occasion de ces Investir Day. Merci Patrick. Merci David.